Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième séance du cours de l'hydraulique industrielle. Je vois qu'il y a maintenant 14 personnes qui sont connectées, donc on va attendre un petit moment. Je ne sais pas, est-ce que les élèves de la filière GTL sont au courant ou pas encore? Donc s'ils sont au courant, je vois est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté de GTL. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté? Mademoiselle Zine Barbani, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, je vous entends. Alors, s'il te plaît, est-ce que les élèves de la filière JTR sont au courant de la réunion d'aujourd'hui? Oui, monsieur, je viens de recevoir le lien de la réunion de la part des étudiants d'EMC. Donc, c'est bon, donc on peut les attendre maintenant. Oui, Donc, on va attendre encore un petit moment avant de commencer. OK? Est-ce que le son est clair? oui, monsieur, c'est clair. Très bien. OK, donc on va commencer dans quelques minutes.
Rebonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième séance d'hydraulique industrielle. Donc, en attendant que tout le monde va connecter, je vais commencer par un petit rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière. Bon, donc, la semaine dernière, on a vu que notre objectif principal au niveau de ce cours, c'est de pouvoir, à la fin, être capable d'intégrer la technologie hydraulique au niveau de la conception d'une machine. C'est pourquoi d'ailleurs on a commencé par la description de la structure générale. Vous le voyez dans ce slide, des machines d'une façon générale. Donc on voit qu'une machine est composée principalement de 4 parties. La source, la partie opérative qui nous intéresse est la charge. La charge, là vous voyez que la charge est directement actionnée par ce qu'on appelle le mécanisme de travail. Celui-ci va recevoir donc l'énergie à partir d'un système de transmission de l'énergie qui utilise, si vous voulez, des organes de commande. Donc c'est surtout cette partie-là qui va nous intéresser dans le cadre de ce cours. Donc l'énergie, on va la recevoir à partir de sources d'énergie qui est généralement, dans notre cas, l'énergie électrique. Et puis on va utiliser un système de transmission d'énergie jusqu'à ce qu'on traîne ce qu'on appelle la charge. Donc aujourd'hui, l'objectif, on va le consacrer, si vous voulez, à la charge et puis à l'élaboration du cahier des charges. Donc on va voir comment on peut utiliser la charge pour pouvoir élaborer le cahier des charges de votre installation qu'on va concevoir par la suite. Donc l'ensemble est supporté par ce qu'on appelle le bâti. Et là, vous voyez qu'il y a une autre partie appelée partie commande qui est composée de capteurs et des interfaces et des calculateurs. Donc il va recevoir des informations au niveau des capteurs et puis il y aura des calculateurs à l'intérieur qui vont donner des consignes aux organes de commande. Nous avons également utilisé la notion de composants. Donc, pour nous, chaque machine est composée de plusieurs composants. Et un composant, pour nous, si vous voulez, c'est une substance qui va transformer ou transmettre soit une énergie, une matière, ou bien un signal. Surtout au niveau de la partie commande, il y a des signaux qui seront transmis au niveau des capteurs, au niveau des calculateurs et tout ça. Alors, on a également classifié les composants selon la participation, si vous voulez, à la fonction de service de la machine. Nous avons défini les composants actifs, les composants d'interaction et les composants passifs. Alors, les composants actifs, ce sont les 4 composants que vous voyez ici qui vont participer directement à la réalisation de la fonction de service. Donc, on va identifier un générateur qui va recevoir l'énergie et la transformer à une autre forme d'énergie. Donc, il va la moduler, ça veut dire qu'il va la régler, l'adapter pour qu'il soit utilisable par ce qu'on appelle l'opérateur. Et celui-là, il va encore une fois transformer cette énergie pour pouvoir réaliser une action. Le quatrième composant, c'est le contrôleur. Il peut contrôler soit le générateur, soit le modulateur, soit l'opérateur. Donc le contrôle, c'est dans le... Vous voulez l'utiliser ici dans le sens large du terme, puisqu'on a vu qu'il peut également contenir la commande. C'est pourquoi ici, dans ce slide, on a fait la différence entre ce qu'on appelle une commande et un asservissement. Donc la commande est caractérisée par l'absence de problème de solidité, une grande rapidité, une relative précision, alors qu'un asservissement est caractérisé par un risque d'instabilité,
une perte de rapidité, une grande précision. Là, vous voyez donc la chaîne énergétique qui permet de réaliser l'action à partir d'une source d'énergie. Les composants d'interaction, ce sont des composants, on a dit qu'on ne veut pas, le concepteur n'est pas utilisé, puisqu'il, du point de vue analyse de la valeur, il faudra, comme on l'a vu la semaine dernière, éviter d'utiliser les composants d'interaction parce qu'ils vont servir seulement à transporter l'énergie. Comme par exemple les câbles, les arbres. Et puis il y a un autre type de composants, les composants passifs, tous les autres composants nécessaires à la réalisation de la fonction de service et qui participent indirectement à la réalisation de celle-ci, comme par exemple les bâtis, les réservoirs, etc., etc. Nous avons également classifié les machines, nous avons utilisé les caractéristiques dans les performances statiques, à savoir la vitesse et l'effort, pour définir 3 domaines. Et nous, on va s'intéresser au domaine 2, dans lequel, c'est-à-dire lorsqu'on cherche à développer à la fois l'effort et une vitesse, comme par exemple les machines, outils, les moteurs, et puis également, on va s'intéresser aux machines qui développent surtout à l'effort, qui travaillent à faible vitesse, comme par exemple les presses et les cisailles. Pour classifier une solution de conception, on a une machine, nous avons utilisé l'indice de qualité, défini par la norme, qui est égal à la performance. On verra qu'il y a plusieurs types de performance. Donc les vitesses, les efforts, la rapidité, la stabilité, la consommation d'énergie, tout ça, ce sont des performances. Ils sont exigés par le cahier de charge des performances. Et donc le rôle du fabricant et du concepteur, c'est d'augmenter la fiabilité, de réduire le coût. On a vu que la fiabilité dépend de la qualité de la conception et de la qualité de la fabrication et de l'assemblage. Donc notre rôle, c'est de trouver des meilleures solutions de conception et puis assurer un bon assemblage des composants. Il faut bien entendu prendre en considération le coût. Pourquoi? Parce que le coût, comme vous le voyez d'après cette figure, pour nous, en tant que concepteur, à la fin de la phase de conception, on n'a rien dépensé, moins de 10%, alors qu'on a engagé 80%, ça veut dire du coût total du projet, ça veut dire qu'on ne peut pas le changer. Quand on va prendre les décisions à ce niveau-là, on ne peut pas changer 80% du coût total du projet, d'où l'intérêt de faire les meilleurs choix le plus tôt possible. Ça veut dire avant la fin de la phase de conception. Il faut faire les meilleurs choix ici. Les meilleurs choix de quoi? De technologie, d'architecture et de composants, et de les bien dimensionner le plus tôt possible en prenant en compte l'ensemble des contraintes de conception. Alors, on a également défini les tâches qu'on va exercer au niveau de ce cours, au niveau de la conception. On a dit qu'on va généralement pratiquer, on va dire, ce qu'on appelle la conception routinière, parce qu'on connaît, si vous voulez, la décomposition fonctionnelle de notre système, on connaît le composant, carrément, ici, à ce niveau-là, on connaît par exemple qu'il y a une pompe, qu'il y a un vérin, qu'il y a un distributeur, etc. On connaît les composants et on cherche à les dimensionner et les choisir à partir d'un catalogue. Alors, cette activité, on l'appelle la conception routinière. Ça veut dire qu'on connaît les composants, on connaît tous les composants. Ce qu'on ne connaît pas, si vous voulez, c'est leur performance, c'est leur variable de conception, comme par exemple la pression de fonctionnement, le débit, les sections, les vérins par exemple, je sais pas moi, donc la cylindrée d'une pompe. C'est ce qu'on cherche à définir au niveau de la conception. On connaît la décomposition fonctionnelle, on connaît carrément les composants.
Par contre, on parle de la conception innovante lorsqu'on ne connaît pas les composants. On connaît seulement la décomposition fonctionnelle. Ça veut dire qu'on connaît les fonctions. On ne connaît pas les composants. Les composants, par exemple, peuvent utiliser la technologie mécanique, pneumatique, électrique ou bien hydraulique. Ça veut dire que la fonction, on la connaît, mais la technologie qu'on va utiliser n'est pas encore connue. Donc on a le problème ici, le choix de la technologie. C'est ce problème qu'on va également traiter aujourd'hui. On va voir comment choisir une technologie. Est-ce qu'on va choisir la technologie? Surtout le problème que se pose actuellement, est-ce qu'on va choisir, puisqu'actuellement il y a une concurrence entre la technologie hydraulique et la technologie électrique. Et donc le problème qui se pose, par exemple, c'est quand est-ce qu'on va choisir la technologie électrique et quand est-ce qu'on va choisir la technologie hydraulique. Donc ici, aujourd'hui, donc on va essayer de trouver une réponse à cette question qui est très difficile. C'est une question qui est très difficile. En fait, comment choisir une technologie, c'est pas évident de trouver une méthode. Généralement, on verra qu'on va utiliser une méthode de multicritères, si vous voulez, pour pouvoir choisir une technologie. Puis il y a la dernière activité de conception qu'on ne va pas pratiquer, nous. C'est la conception créative, c'est lorsqu'on connaît, on ne connaît rien pratiquement, on ne connaît même pas la décomposition fonctionnelle du système. C'est très rare qu'on pratique cette conception créative. Bien. Alors, ça c'est l'objectif. Si vous voulez, d'une façon générale, c'est les points qu'il faudra prendre en considération à la fin de ce cours. Donc, on va pouvoir analyser un circuit hydraulique existant normalement. On va pouvoir proposer des architectures de circuits hydrauliques permettant de réaliser plusieurs fonctions d'une machine donnée. Et puis, on devra pouvoir également dimensionner les composants d'un circuit et les choisir à partir d'un catalogue. Et puis finalement, élaborer un bilan énergétique. Alors le problème d'efficacité énergétique actuellement, vu, comme vous le savez, les directives qui sont liées au développement durable, l'efficacité énergétique maintenant, il faudra la prendre sérieusement en considération au moment de la conception de machine. C'est pourquoi donc on va consacrer une grande partie de ce cours à l'efficacité énergétique et on va voir comment, dans le dernier chapitre, si vous voulez, comment on peut améliorer l'efficacité énergétique d'une installation en utilisant plusieurs solutions techniques. Bien. Alors, la semaine dernière également, nous avons commencé donc le deuxième chapitre qui s'intéresse à la technologie de base des composants hydrauliques. Donc, on a commencé par les pompes. Ce sont des composants générateurs d'après notre démarche. C'est des générateurs, ça veut dire qu'ils vont recevoir l'énergie mécanique. Ici, par exemple, si je ne pompe pas engrenage, qui utilise deux roues dentées, vous voyez, donc il va recevoir l'énergie mécanique, il va la transformer en énergie hydraulique. Alors ici, vous avez donc deux types de technologies, deux solutions, si vous voulez, deux architectures possibles. Et là également, on a déjà un problème de choix d'architecture à ce niveau-là. Est-ce qu'on va choisir, par exemple, une pompe à engrenage interne ou bien une pompe à engrenage externe? On verra tout à l'heure comment on va faire. Alors ces pompes sont des pompes à cylindrie fixes. Et on a également une autre technologie qui permet d'avoir une cylindrée variable à moindre coût. Ce sont les pompes à palettes. Ils utilisent des palettes, là, comme vous voyez. Donc, ce sont des palettes avec des ressorts de rappel qui ne sont pas représentés ici, pour pouvoir entraîner donc, de fluide avec, donc, comme vous le voyez ici, donc, notre rotor il est excentrique par rapport au stateur pour pouvoir générer, si vous voulez, un mouvement
de fluide. Donc ces pompes peuvent être donc à cylindrée fixe, soit variable. Pour varier la cylindrée, il suffit de varier l'excentrique ici, par exemple. Il y a ce qu'on appelle les pompes à piston. Il y a deux catégories, les pompes à piston radiaux. Là, vous voyez les pistons. Alors, ces pistons-là, ils vont refouler et celui-là, par exemple, il va aspirer. Donc, il y a une came à l'intérieur, donc on utilise généralement des cames. Alors que pour les pompes à piston action, on utilise plutôt des plateaux, ici dans lesquels on va fixer des bielles qui vont entraîner des pistons, des mouvements, générer des mouvements de va-et-vient des pistons. Donc il y aura des pistons qui vont aspirer et des pistons qui vont refouler. Et donc la cylindrée, donc, il est défini par l'inclinaison de ce plateau. Ici, par exemple, la cylindrée est nulle puisque le plateau est dans sa situation verticale. Il faut l'incliner pour pouvoir générer un débit. Donc les pompes à piston radieux sont généralement à débit fixe. Par contre, si on cherche un débit variable, on utilise surtout des pompes à piston action. Donc en jouant sur, comme j'ai dit, en jouant sur l'inclinaison de ce plateau. On peut faire varier donc le débit. Ici, donc, le tableau que nous avons utilisé la semaine dernière pour choisir les pompes. Là, vous voyez qu'il y a 3 paramètres qui vont nous permettre de choisir une pompe, la pression, la vitesse qui va définir le débit, puisque le débit est égal à la vitesse fois la cylindrée. Donc le débit sera égal à la vitesse égale à la cylindrée fois la vitesse de rotation. Donc, si je connais donc la vitesse de rotation et si je connais la cylindrée, je peux facilement avoir une idée sur le débit qui peut générer une pompe donnée. Si vous avez des pompes à engrenage, pompes à palette et des pompes à piston. À ce niveau-là, et là, vous voyez que de point de vue efficacité énergétique, c'est des pompes à piston qui ont un bon rendement énergétique. Au niveau de la pression, par exemple, lorsqu'on cherche par exemple à travailler à haute pression, c'est les pompes à piston qui vont me permettre de travailler à haute pression. Là, vous voyez que la vitesse de rotation, par exemple, des pompes à engrenage, il est impressionnante ici par rapport aux autres pompes. Ça veut dire qu'on peut avoir, si la vitesse est grande, on peut avoir donc quand même des débits assez importants au niveau des pompes aussi à engrenage. Bien. Ici, un autre tableau qui permet de comparer les pompes. Ici, donc, pour les pompes à engrenage, c'est surtout le coût. Ils sont des pompes bon marché. Ils ne sont pas sensibles, si vous voulez, à la contamination du fluide, compact au niveau de l'encombrement, puis le poids, et puis on peut les faire tourner à grande vitesse. Donc, les grands débits également. Alors, on a augmenté la pompe à engrenage interne, surtout pour réduire le bruit, puisque, comme on l'a vu la semaine dernière, l'un des inconvénients principaux, si vous voulez, de l'hydraulique, c'est le bruit. Et donc, au moment de la conception, il faut faire attention également à ce bruit. Alors, la pompe à palette, c'est la pompe la moins coûteuse pour obtenir, si vous voulez, un débit variable, c'est la moins coûteuse.
La pompe à piston, c'est la plus efficace, c'est la plus chère également. Le vérin, c'est un composant opérateur qui permet donc de transformer l'énergie mécanique, l'énergie hydraulique, fournir son entrée en énergie mécanique. Tout déplacement ou bien de rotation. Donc, de translation, s'il s'agit d'un vérin linéaire, comme vous le voyez ici, donc il s'agit d'un piston, une tige, puis un cylindre. Et puis, il y a plusieurs types, en fait, plusieurs technologies de vérin rotatif ici. J'ai donné l'exemple le plus simple, c'est le vérin à base de crémaillère. Donc, le piston, ici, ça va être une crémaillère qui va entraîner un pignon pour obtenir le mouvement de va-et-vient rotatif. Les distributeurs, ce sont les monodilateurs. Ils permettent de distribuer, si vous voulez, donc, le fluide dans le circuit. Comme vous le voyez ici, par exemple, ici dans la position neutre, le fluide revient directement au réservoir. Ici, là, on va amener le fluide à l'aide de distributeurs dans la chambre côté piston pour faire sortir la tige. Ici, on va l'amener côté tige pour faire rentrer la tige. Alors, il y a plusieurs types de distributeurs. Là, vous voyez par exemple ici qu'on a un distributeur à 4 orifices à 3 positions. Donc, on peut avoir cette position comme on peut avoir ici. Ici, on a 4 orifices A, B, P, T. Alors, pour les faire communiquer, on dispose ici d'un tiroir qu'il faudra déplacer. Par exemple, ici, pour le faire déplacer le tiroir, afin d'obtenir la position parallèle ou bien la position croisée. Ici, on utilise, par exemple, dans ce distributeur, on utilise un électroaimant avec un rappel par ressort pour pouvoir faire déplacer le tiroir. Donc, si je le déplace, par exemple, à droite, j'aurai donc B qui va communiquer avec T et A qui va communiquer avec P. Mais ici, vous voyez également qu'il y a plusieurs solutions pour l'architecture du distributeur. Donc, il y a 4 solutions pour un orifice à 4 orifices. Pour un distributeur à 4 orifices, il y a plusieurs solutions possibles. Ça dépend de votre circuit, que vous voulez au niveau de votre circuit. Ici, c'est la commande. Ici, par exemple, vous avez une commande manuelle, à pédale, etc. Ici, il y a plusieurs types de commandes. Pour les distributeurs, lorsque le débit est assez important, on utilise donc un distributeur piloté à 2 étages, ici comme vous le voyez. Sinon, il faut, si on utilise un distributeur à un seul étage, on va avoir un grand électroaimant pour pouvoir faire déplacer le tiroir à cause des efforts fluides qu'on aura à ce niveau-là, qui sont importants à cause du débit qui est important. C'est pourquoi on choisit de mettre cette solution pilotée. Donc, on va utiliser un distributeur qu'on va piloter à l'aide d'un autre distributeur pour pouvoir déplacer le tiroir facilement. Donc, ça ressemble à ça au niveau de son schéma. Il y a également un composant très important au niveau de l'installation hydraulique, c'est le metteur de pression. Metteur de pression. Alors, il est là pour protéger les composants du circuit. Donc, chaque fois que la pression est supérieure à la pression de tarage qu'on règle avec ce système, donc, il est réglable, comme vous le voyez ici, c'est le ressort, vous voyez ici, donc la pression de tarage, il est réglable. Dès que la pression est supérieure à l'effort nécessaire pour déplacer le tiroir 3 que vous voyez ici, le fluide il va passer du point P vers le réservoir. Donc on va faire dégager le fluide pour protéger, si vous voulez, les autres composants qui sont connectés à cette colonne fluide. On va pouvoir les protéger. Dès qu'on dépasse la pression suffisante pour déplacer le tiroir, donc le fluide il va être dégagé vers
De la même manière, pour le distributeur tout à l'heure, lorsque les débits sont importants, on passe à la solution pilotée. D'accord? Donc, pour pouvoir faire circuler des débits importants. Et là, on arrive au premier circuit qu'on a commencé à aborder la semaine dernière. Donc ici, alors, je ne sais pas, est-ce que vous l'avez déjà fait? L'essentiel. L'essentiel, alors ici, je vais vous décrire le principe de fonctionnement avant de commencer à faire des premiers calculs pour pouvoir déterminer les variables mécaniques et les variables hydrauliques de ce circuit. Pardon. On va voir. Bien, donc on est 40 maintenant. Bien. Alors, pour ce premier circuit, alors on a dit, on a ici un moteur. Ici, vous avez un moteur thermique, celui-là, c'est le symbole. Donc, dans l'hydraulique industrielle, on a chaque composant, pour chaque composant, on a un symbole. Je vais vous donner un document dans lequel vous allez avoir tous les composants. Je vais le mettre en annexe la prochaine fois. Vous allez le trouver sur Teams. Alors, donc, ici, on a un moteur thermique. Alors, ce moteur thermique, il va tourner à une vitesse de 2400 tours par minute. Il va entraîner 6 pompes. La pompe, elle, il va aspirer à partir d'un réservoir. Ça, c'est le symbole. Celui-là, c'est le symbole d'un réservoir. Ça, c'est le symbole d'une pompe. Et ça, c'est le symbole d'un moteur thermique. Là, c'est la première chaîne énergétique, si vous voulez. L'objectif de cette première chaîne, c'est de produire l'action réalisée ici, à la sortie de la pompe, c'est de produire l'énergie hydraulique à partir de l'énergie thermique. Donc, on a ici, ça c'est le générateur. Il va générer, il va transformer l'énergie thermique en énergie mécanique. Donc, ici, on a l'énergie mécanique à la sortie. On n'a pas de modulateur. Alors, si par exemple, on a besoin de changer la vitesse pour adapter la vitesse à la pompe, on va mettre ici, par exemple, un réducteur ou bien un multiplicateur. Dans ce cas, il va jouer le rôle de modulateur. Mais ici, on n'a pas de modulateur. On a seulement ce qu'on appelle un accouplement. Et donc, c'est un composant d'interaction. On n'a pas un autre composant actif. On a donc le générateur et on a l'opérateur. La pompe ici va jouer le rôle d'un opérateur, puisque c'est elle qui va réaliser l'action, produire l'énergie hydraulique à ce niveau-là. Ça, c'est la première chaîne énergétique qu'on a. La chaîne énergétique qui nous intéresse, nous, c'est la deuxième chaîne énergétique. C'est cette chaîne-là qui va nous intéresser. Alors, dans cette chaîne, on a
Ça, c'est l'opérateur. Ça c'est le générateur. C'est le générateur. Ça, c'est le modulateur. Et ça, c'est l'opérateur. C'est lui qui va réaliser l'action. L'action ici, c'est de fournir un effort F avec une vitesse V. C'est ça l'action. Alors ici, vous avez... Alors tout ça, c'est ce qu'on appelle une centrale hydraulique. Tout ce que vous avez ici, alors la pompe, le limiteur de pression ici qui est arrêté à 20 mégapascales, plus ce manomètre qui indique la pression, c'est pour indiquer la pression d'ailleurs celui-là, c'est ce qu'on appelle la centrale hydraulique. Donc la centrale hydraulique qui va recevoir l'énergie mécanique à son entrée, et puis va fournir l'énergie hydraulique à sa sortie. Donc c'est un générateur du point de vue de notre démarche. Le distributeur ici, vous avez un distributeur à 4 orifices, à 3 positions, avec une commande. Une commande, d'après ce qu'on a vu la dernière fois, c'est une commande manuelle. Ça, c'est une commande manuelle. Donc on peut avoir trois positions. La position neutre ici, au repos, et puis la position parallèle, ou bien la position croisée. Si je veux que la tige sorte, il faut ramener le fluide côté piston, et donc il faut avoir la position croisée. Ramener le fluide ici, pour faire sortir la tige. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire pour développer un effort de 150 kN. Si je veux que la tige rentre, il faut avoir cette position parallèle pour faire introduire le fluide côté tige, comme ça on va pousser donc, la tige vers la droite. Et on aura dans ce cas-là la rentrée de tige. Bien. Alors maintenant, le problème qui se pose, alors j'ai oublié de vous parler de limiteur de pression. Vous avez ici, donc, c'est ce composant en fait, qu'on a ici. C'est le même symbole qu'on a ici. Là, vous voyez, c'est un limiteur de pression à tiroir. Là, vous voyez que dès que la pression, donc le fluide va arriver de ce côté-là, dès que la pression est suffisante pour vaincre l'effort exercé par ce ressort, le tiroir 3 va se déplacer à l'intérieur de corps 1 vers le haut, en laissant le fluide passer vers le réservoir. Donc ce trou-là, il est directement connecté au réservoir. Donc c'est celui-là qui est connecté au réservoir. Donc dès que, alors ici la pression de tarage, la pression qu'on a réglée à ce niveau-là, c'est 20 mégapascales. On la règle avec ce système 2. Vous voyez qu'on a réglé 20 mégapascales. Ça marche bien. Alors, ce qu'on vous demande ici, donc là vous voyez donc les performances 150 kN au niveau de l'effort, en sortie de tige, 16 kN en retrait de tige et une vitesse en sortie de tige de 6 mètres par minute. Donc, on vous demande de calculer les variables mécaniques et hydrauliques au niveau de cette installation. Bien, donc je vais vous donner quand même quelques
5 minutes à peu près. Je vous donne 5 minutes. Pour voir est-ce que vous pouvez le faire vous-même. Pour profiter, si vous avez des questions aussi, donc je réponds. Si vous avez des questions, je réponds également à vos questions. Cliquez si vous avez le document. J'ai mis le document que j'ai utilisé ici. Donc, vous pouvez le télécharger. Bien. Alors, donc on a notre vérin. On va modéliser de cette façon. Donc ici, nous avons un effort résistant F qui est égal à 150 kN, n'est-ce pas?
On a également la tige qui devra sortir avec une vitesse de 6 mètres par minute. Et on a ici le refoulement, et on a ici l'admission. Au niveau de l'admission, on a un débit à l'admission, QA, et on a une pression à l'admission, PA. La même chose ici, au niveau du refoulement, on va définir le débit de refoulement et la pression de refoulement. Alors ici, on a la pompe en sortie de tige, en sortie de tige, et ici, on a le réservoir. N'est-ce pas? Je parle de la sortie de tige ici. En sortie de tige. Bien. Alors, en même temps, on a ce qu'on appelle ici APP, la section du piston, et ici AT, la section de la tige. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les variables du CDCF, du cahier des charges, n'est-ce pas? Ça, ce sont les variables de conception du vérin. Et ça, ce sont les variables de fonctionnement de notre vérin. N'est-ce pas? Bien. Maintenant, on a pardon, pardon. Maintenant, donc, on a paramétré, on va dire qu'on a paramétré notre problème. Une fois paramétré, il faut écrire les équations. Alors, ces équations, il faut écrire le modèle, autrement dit. Le modèle il est issu comment dirais-je, des principes de la physique. En particulier ici, donc, on va utiliser pour l'équation, on va dire, l'équation des efforts. On va dire, on va écrire l'équilibre statique de la tige. Donc, on a F, l'effort, résistant, est égal F. Alors, F plus la pression en refoulement, fois AP moins AT est égal à la pression à l'admission fois AP. Ça, c'est l'équation des efforts. N'est-ce pas? L'équation de débit. Voilà.
Q à l'admission est égal à V, la vitesse de sortie relative, fois AP. Et le débit de refoulement est égal à V fois AP moins AT. Bien. Alors maintenant, donc, on a trois équations. On a une seule équation des efforts et on a une équation des débits qu'on va exploiter pour définir les paramètres. Alors le débit, on va commencer par le débit. On va commencer par celui-ci. On a le débit Q à l'admission qui est égal à AP fois V. Il est égal à, donc AP, c'est la section du piston, il est égal à 100. Donc si on s'en tire, donc 10 puissance moins 4, 6 sur 60, on va trouver, si on fait monter 10 à la puissance moins 4 mètres cubes par seconde. Égal à 60 litres par minute. Ça donc, c'est le débit à l'admission. C'est le débit également de la pompe. C'est le débit débité par la pompe. On verra est-ce que c'est le débit débité par la pompe, puisque il se peut qu'il y a un débit qui passe. Si jamais celui-là est ouvert, ça veut dire si jamais la pression ici est supérieure à 20 mégapascales, il y aura une partie du fluide qui va passer vers le réservoir. Maintenant, ce qu'on a calculé, c'est le débit ici, au niveau de ce point. Il se peut qu'il y ait une partie du débit qui traverse le limiteur de pression. Si la pression dépasse les 20 mégapascales, celui-là il va s'ouvrir et donc on aura une pression qui va. Donc il faudra vérifier à l'aide de l'équation des efforts, est-ce qu'on a le limiteur de pression qui est ouvert ou pas. Donc on va revenir ici pour voir. Et avant, on va tout d'abord continuer, on va calculer le débit de refoulement. Alors, le débit de refoulement, on va faire de la même façon. Le débit de refoulement est égal à AP moins AT au V. Alors, on va 100 moins 60. Dix à la puissance moins 4 fois 6 sur 60 par 8 égale à 4. 10 à la puissance moins 4. Il faut faire attention, s'il vous plaît, à l'application numérique. On va aller doucement au niveau de l'application numérique pour ne pas faire des erreurs. Le débit de refoulement, finalement, il sera égal à 4 litres par minute. Voilà. Bien.
Maintenant, la pression à l'admission. N'oubliez pas qu'on, pour la pression, on va utiliser cette équation-là. Mais ce qu'il faut remarquer à ce niveau-là, c'est que ici, la pression, qu'on a ici, la pression, c'est la pression au niveau du réservoir, n'est-ce pas? C'est la pression au niveau du réservoir. Et donc, c'est une pression qui est nulle relativement à la haute pression qu'on aura dans le circuit. Donc, la pression dans le réservoir, elle est négligeable. Donc, celle-ci, va être réduite. Donc, dans l'équation des efforts, on va supprimer, si vous voulez, cette expression. Et donc, l'effort est égal à la pression à l'admission fois AP. Pourquoi? Parce que la pression au foulement est égale à 0. Ici. Bien. Donc, P A fois AP est égal à F. Ça veut dire que PA, la pression qui nous intéresse, est égal à F sur AP. C'est égal à combien? C'est égal à 150 10 à la puissance 3 sur 110 à la puissance moins 4. Donc, PA, la pression à l'admission, sera égale à 15 mégapascales. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions. Est-ce que vous m'entendez tout d'abord? Pour vérifier. C'est bon pour vérifier. S'il vous plaît. Oui, monsieur, parfaitement. Très bien. Okay. Donc, on vient à l'admission de notre spirale. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire si je compare cette pression à la pression de tarage qu'on a ici? Elle est inférieure. Très bien, il est inférieur. Okay. Donc, puisqu'il est inférieur, ça veut dire que celui-là est fermé. N'est-ce pas? Oui, ça veut dire que inférieur. Très bien. Puisqu'il est inférieur à 20 mégapascales, qui est la pression. Alors, c'est difficile d'écrire. Alors, on va dire la pression de tarage du limiteur de pression. Alors, le limiteur de pression, on va toujours utiliser LDP, limiteur de pression, pour simplifier. Ça veut dire que le limiteur de pression, est fermé. Ça veut dire également que tout le débit, alors ce débit-là qu'on vient de calculer ici, ce débit-là est aussi, il est aussi le débit de la pompe. De la pompe.
Bien. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. pourquoi on n'a pas pris que la pression de réservoir est égale à la pression atmosphérique? Il est égal à la pression atmosphérique. Très bien. Il est égal à la pression atmosphérique qui est négligeable. Il est à peu près. Ici, il faut dire à peu près zéro. D'accord? D'accord. La pression atmosphérique, c'est rien du tout par rapport aux 15 mégapascales qu'on vient de calculer. Tu vois? Ici, on a calculé 15 mégapascales. La pression atmosphérique, elle est très négligeable devant les pressions qu'on va traiter dans le cadre de l'hydraulique. D'accord? C'est pourquoi d'ailleurs, on va toujours négliger la pression au niveau du réservoir, seulement si le réservoir est sur pression. Si on a un réservoir, si on spécifie qu'il est sous pression, le réservoir. D'accord? D'accord, monsieur. Très bien. S'il vous plaît, Alors, monsieur. hein? S'il vous plaît. Oui. Dans quel cas on aura une surpression de la réservoir? Alors parfois, parfois on a des problèmes, si on a, pour éviter parfois les problèmes de cavitation dans les circuits hydrauliques, on utilise les réservoirs sous pression pour éviter ce genre de problème. D'accord? Est-ce que c'est bon? Bien. D'accord, monsieur. Ok. Alors maintenant, on va pouvoir définir. Alors, on peut soit définir la cylindrée de la pompe, soit définir la puissance mécanique. Alors, on va commencer par la puissance mécanique. Alors, la puissance mécanique. La puissance mécanique est égale à l'effort, n'est-ce pas? Alors, l'effort pour la vitesse, si on fait un bon calcul, on a 150, c'est la puissance 3, fois 6 vitesse sur 60. Vous allez trouver une puissance mécanique de 15, 10 à la puissance 3 watts. 15 kilowatts au niveau de la puissance mécanique. Maintenant, la puissance hydraulique. Puissance hydraulique. Alors, la puissance hydraulique, il faut savoir que la puissance hydraulique est égale au débit par la pression. Alors, le débit, on a déjà calculé, 10 fois 10 à la puissance moins 4 fois 15, 10 à la puissance 6. J'ai trouvé également une puissance de 4 kW, 15 kW. Alors pourquoi ceci est égal à... Quand est-ce qu'on dit que ceci est égal à ceci? C'est en fait lorsque le rendement est égal à 1. C'est ce qu'on a supposé en fait. On suppose des composants parfaits pour le moment. Pour le moment, tous les composants sont
parfait. Ça veut dire que les rendements sont égaux à 1. Dans la réalité, c'est pas comme ça. Mais on verra ça par la suite. Mais d'accord? Donc, la puissance mécanique, c'est l'effort fois la vitesse, alors que la puissance hydraulique, c'est le débit fois la pression. Le débit fois la pression. Vous voyez que la puissance mécanique à la sortie du vérin est égale à la puissance hydraulique à son entrée. Pourquoi? Parce que le rendement du vérin est égal à 1. On a supposé que le vérin est parfait, mais dans la réalité, il n'est pas parfait. Bien, alors maintenant, la cylindrée de la pompe. Cylindrée de la pompe. Cylindrée de la pompe. Alors, la cylindrée de la pompe, on détermine la cylindrée de la pompe à partir du débit nécessaire au vérin pour une vitesse de sortie de la tige de 6 mètres par minute. Donc, la cylindrée de la pompe, on a dit que le débit de la pompe est égal à sa cylindrée. Alors, la cylindrée, soit on va utiliser, alors on va cylindrée de la pompe, fois la vitesse de rotation de la pompe, n'est-ce pas? Par seconde. Hein? Par seconde. Oui. La cylindrée, ça sera en centimètres cubes par exemple, en mètres cubes par radien, ou là en centimètres cubes par tour. Dans la cylindrée est égale le débit est égal 10 moins 4 sur la vitesse de la pompe, c'est 2400. 2400 fois depuis sur 60. Cylindrée de la pompe est égale à 3,8. 10 à la puissance moins 6. Mètre cube par année. Ou bien 25 centimètres cubes par tour. Bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Pourquoi vous avez ajouté le débit? Le débit? Dans la formule, vous avez ajouté débit sur 60. C'est pour convertir. En radio? Oui, en radio. Normalement, ici, c'est... Alors, ici, c'est oméga. C'est oméga pompe. En radio. Ah, d'accord, monsieur. D'accord? C'est une conversion. C'est pourquoi on a ajouté ça. D'autres questions? Alors maintenant, si vous n'avez pas de questions, essayez de... Je vous donne
un petit moment pour faire la même chose en rentrée de tige. Essayez de faire vous-même la rentrée de tige. Monsieur, s'il vous plaît, Oui, est-ce que la cylindrée, c'est le volume balayé par rotation ou par radian? par tour. La cylindrie, c'est le volume de fluide généré par la pompe pendant un tour. Oui, monsieur, s'il vous plaît, dans la formule, vous avez indiqué par radian. Dans la formule, Vous avez transformé la vitesse de rotation de millimètres, de minutes à, plutôt par minute à radian par seconde. puisque le débit, alors il faut rester dans les mêmes unités que le débit. Le débit est égal. Le débit qu'on a calculé tout à l'heure, c'est 10 à la puissance moins 4, ici. Donc l'unité, c'est par seconde. N'est-ce pas? Et ça maintenant, c'est en 4 par seconde. Donc c'est le système international ici. C'est bon? C'est bon, monsieur. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs on a obtenu ce résultat à la fin. Bien. On va rapidement vous voulez donc traiter la rentrée de tige. Alors, en rentrée de tige, la même chose, le même paramétrage. D'accord? Donc, cette fois-ci, on va quand même le verra ici. Cette fois-ci, le débit à l'admission, ce sera de ce côté-là, et le débit au refoulement. L'effort, les 16 kN, c'est dans ce sens, c'est un effort résistant.
Et la vitesse, ce sera dans ce sens. D'accord ? Alors ici, donc, on aura la pompe. Ici, on a le réservoir. Dans ce cas-là, ça veut dire que la pression en refoulement ici est nulle. Donc, puisqu'on a la pression ici, la pompe, donc tout le débit de la pompe, ici, on n'a que 16 kN. Donc, automatiquement, tout le débit de la pompe, il va partir vers le vérin. Ça veut dire que le limiteur de pression est fermé. Il est fermé. Il est certainement fermé. Ça veut dire que le débit, ça veut dire que celui-là, c'est le débit de la pompe. Alors, V maintenant, la vitesse, il est égal à que l'admission sur P moins AT. Vous allez trouver une vitesse 0,25 mètres par seconde. 15 mètres par minute. N'oubliez pas, tout à l'heure, c'était en sortie d'outil, c'était seulement 6 mètres par minute. Débit au refoulement. Alors, le débit au refoulement, fois V. C'est égal à AP fois V. Vous allez trouver 150 litres par minute. Alors, vous voyez que c'est le débit le plus important dans le circuit. C'est en rentrée de tige, 150 litres par minute. Donc, il est plus grand que le débit de la pompe. Le débit de la pompe tout à l'heure, c'était 60 litres par minute. Vous voyez que c'est le plus grand débit et c'est celui-là qui va nous permettre de dimensionner le distributeur. Donc, on va dire qu'il faut faire attention lors du poids du distributeur. Puisque on a ici un débit de 150 litres par minute. Et donc, c'est ce débit-là qui va dimensionner le distributeur. Alors maintenant, pour la pression à l'admission, c'est égal à F sur AP ou AT, est égal, si vous faites un bon calcul, vous allez trouver 4 mégapascales. Pression de refoulement liquide est nulle. Puissance mécanique. F moins V, 4 kW seulement. Puissance hydraulique
égal Q fois V, fois P plutôt, c'est égal également 4 kW. Alors ici, ce qu'il faut retenir, c'est tout ça. Attention. Choix du distributeur, puisque c'est ce débit-là qui va nous permettre donc, de dimensionner le distributeur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Des questions? Vous avez enregistré la réunion? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a enregistré la réunion? Ici, il y a quelqu'un qui a enregistré la réunion. Ok. Oui, monsieur, c'est moi. Ok. Et donc, monsieur Zubbar, mademoiselle Zubbar. Ok. Alors, tu peux partager avec nous. Tu partages avec nous l'enregistrement. Ou bien, dites-moi, est-ce qu'on a accès à cet enregistrement maintenant? Comment je peux accéder à l'enregistrement? Dans la Ça conversation. s'affiche directement dans la Dans la conversation. Oui, après la fin de l'enregistrement. Ok. Mais puisque normalement, je peux également enregistrer ici. Vous voyez? Ici sur OpenBoard, je peux enregistrer. Moi, je fais comme ça. Je peux j'enregistre. Maintenant, j'arrête. Ok. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre une petite pause et on continue tout à l'heure. OK? Ça marche si vous n'avez pas de questions. Bon. D'accord, Ah, monsieur. monsieur, s'il vous plaît, Oui. comment en pratique on détermine l'effort pour rentrer la tige? Ça dépend de la charge. Aujourd'hui, on va voir ça. On va voir comment élaborer le cahier des charges. C'est le cahier des charges qui précise. Tu vois maintenant les efforts que tu as ici, 150 kN, 16 kN en entrée de tige et 6 mètres par minute en sortie de tige. C'est le cahier des charges qui précise tout ça. Les performances statiques, ça veut dire l'effort et la vitesse, ils sont définis par le cahier des charges. Ça marche? Ce sont des données du cahier des charges. Ah, Ça veut d'accord, dire monsieur. si l'utilisateur, si le client, si ton client, s'il connaît son besoin, il va t'exiger un effort et une vitesse. Sinon, tu dois l'aider à compléter son cahier de charge. Tu verras que généralement, le client, il va pas définir correctement ce cahier des charges. Et c'est à nous de refaire ce cahier des charges. D'accord? Donc, c'est à nous de définir D'accord. également les efforts. Ça, on va le voir tout à l'heure, quand on va parler du cahier des charges. Ça marche, D'accord. c'est dans la démarche de conception des installations qu'on va justement aborder quand on va revenir de la pause. OK? D'accord, monsieur.
D'autres questions? Bien. Ok. Donc, on se retrouve dans quelques minutes.